ce premier thème du cycle de l'année, donc sur la vie au quotidien. Donc chaque fois que j'ai choisi un thème, le sommeil, l'alimentation, la maison, j'ai aussi choisi un verbe d'action qui dit que ce n'est pas que le concept abstrait sur le sommeil théorique, mais surtout comment ça vient effectivement comme un besoin dans notre vie, un besoin qui suppose de la sécurité, du soin, voilà. Et donc là, mon sous-titre c'est dormir ou non, ce qui est un peu différent de dormir ou pas. Parce que, comme dormir ou pas, ça va du côté plutôt de je le regrette, l'insomnie. Dormir ou non, ça vient du côté d'un choix dont je vais abondamment parler aussi, comme une sorte de coquetterie. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est cette qualité, non pas seulement du sommeil, mais cette qualité sur 24 heures. C'est vraiment ce que je vais poursuivre jusqu'au bout de la conférence. C'est comment être vraiment en état de veille, comment être vraiment dans un sommeil juste, et éviter, donc c'est pour ça que j'y repense, que je disais dans l'état de veille, c'est éviter tout ce qui pourrait ressembler à de la somnolence, ni sommeil, ni veille. Vous voyez, tous ces états intermédiaires qu'on peut par exemple avoir après un long trajet en train. À un moment, on n'est pas assez bien pour lire, mais pas suffisamment décroché de l'état de veille pour s'endormir. Vous voyez, tous ces états. Pourquoi pas? Mais à condition que ça ne devienne pas quelque chose de trop fréquent, récurrent dans notre vie. Donc c'est ce que je vous souhaite, de prendre soin des 24 heures de notre cycle de vie. Voilà. Alors, donc je vais surtout, et c'est en ce sens que ça va être un peu différent des autres conférences que j'ai faites, je vais traiter du sommeil bien sûr, de la nuit, qui a vraiment été un objet de curiosité et de grand intérêt, et de la fatigue aussi, donc d'une autre façon que d'habitude, avec chaque fois la référence à la santé, notre belle énergie, la permanence de cette énergie, etc. Mais tout de même, nous pouvons nous interroger, qu'est-ce qui se passerait si nous n'étions jamais fatigués, ce qui peut arriver à certaines personnes, si nous n'avions jamais l'alternance nuit-jour, un peu comme dans les pays nordiques. Si vous avez vécu ça, moi j'ai trouvé ça très étonnant, qu'à 3 heures du matin, et la lumière était comme pour nous à 4 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qui se passerait si nous n'avions jamais sommeil? Qu'est-ce qui se passerait si nous n'avions jamais ce moment où ça décroche? Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été une grande chance que j'ai eue de suivre une formation, ça devait être il y a plus de 30 ans, avec Pierre Flucher, dont je vous recommande vraiment les livres. Certainement, enfin c'est quelque chose qu'il a écrit il y a 40 ans, il était ingénieur, mais je n'ai encore pas trouvé un livre aussi précis et aussi intéressant sur l'aspect pratique, technique, les alternances. J'y ferai référence, mais je vous invite quand même à aller piocher dans ces livres qui sont La Révolution du sommeil, et chez Dang, ça c'est chez Robert Laffont, et chez l'autre éditeur, c'était aussi Mieux dormir pour mieux vivre, une chose comme ça. Enfin, ils sont faciles à trouver en livre de poche maintenant, et ils sont extraordinairement précis, simples, et comme une bonne amorce de recettes pour gagner en qualité. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qui est commun dans tous les thèmes, dans les 10 thèmes que j'ai choisis pour cette année, dans État de veille et le cycle des conférences, c'est bien sûr notre vie au quotidien, les choix que nous avons à faire, mais en gros, il y a aussi 3 pistes que vous avez pu entendre. C'est d'une part de passer de quantité à qualité. Alors ça, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas une histoire de nombre d'heures, on va voir que c'est quelque chose de bien plus subtil. De passer de l'économie, comme nous pouvons être frileux ou frileuses quelquefois, à quelque chose qui a à voir avec une écologie. Qu'est-ce que c'est le bien dormir? Qu'est-ce que c'est le dormir juste? Vous vous souvenez que l'hypersomnie provoque les mêmes symptômes que l'insomnie. Trop dormir donne aussi des céphalées, des impressions de flou, etc. Donc c'est vraiment notre responsabilité, comme ça le sera pour les autres thèmes, notamment l'alimentation, d'être dans les expérimentations, les erreurs, pour trouver ce qui nous correspond. Est-ce que je suis chouette? Est-ce que je suis alouette? Est-ce que j'ai intérêt à garder du temps pour être efficace et bien travailler plutôt le soir, plutôt le matin? Voilà. Et ça veut dire que je vais faire cette chose importante pour tous les thèmes, personnaliser effectivement les choix que je fais. Je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas rester dépendant de la pensée unique sur le sommeil ou les autres choses. C'est
de ma responsabilité de tester ce qui me permet d'être dans quelque chose de juste et qui laisse mon énergie effectivement à disposition pour réaliser mes projets. Est-ce que vous l'entendez bien? Donc bien sûr, de la quantité à la qualité, bien sûr de l'économie à l'écologie, on va le voir pour la gestion du temps aussi, et aussi de l'efficacité, on va passer à la satisfaction. Ça, vous savez combien je tords le cou de ce mot efficacité lorsqu'il devient un impératif et qu'il prend le pas sur les autres soucis, les autres objectifs que nous pouvons avoir. Voilà, ça, ce seront les trois choses qui m'importent, donc sur tous les thèmes. L'idéal, c'est les deux, l'efficacité. Oui, mais l'efficacité comme un désir, mais jamais comme une volonté, et comme une priorité, jamais ça. Alors, je me suis... Ça me fait penser à la somnifère. Oui, voilà, je vais venir à ça. Donc, ce que j'avais commencé à dire, mais je n'ai pas osé le mettre sur la chaîne YouTube, enfin sur État de veille, c'est, j'ai simplement dit nature, culture, mais en fait, ce que j'ai dit beaucoup cet été comme troisième source d'apaisement, de réconfort et d'énergie, c'est confiture aussi. Et pour chacun des thèmes, on aura nature, culture et confiture. Vous verrez de quoi il s'agit. J'aimais bien ça. Et en fait, c'est vrai pour tout. Si vous êtes en panne pour quoi que ce soit, si vous traversez un deuil, vous aurez soit le réconfort d'aller vous promener, etc., soit le réconfort d'être nourri par des émissions, des documentaires et des choses comme ça, suivez mon regard, soit effectivement d'avoir du réconfort en étant nourri ou bien par la tête, mais aussi peut-être de manger de la crème fraîche ou je ne sais pas quoi, qui serait aussi une façon de survivre. Donc il n'y a bien sûr aucune malice dans mon propos, ni aucun jugement, ni aucun reproche, mais nous nous débrouillons comme nous pouvons pour traverser donc la nuit ou les ténèbres de notre vie, les phases de ténèbres. Alors, donc l'essentiel pour moi, ça va être déjà de distinguer 4 dormeurs, 4 personnages. Nous ne sommes pas condamnés à n'être que l'un d'eux, mais quand même, je nous invite à voir celui auquel nous pouvons nous identifier. Alors, et je vais y revenir, je vais déjà les nommer, et après je vais y revenir. Donc, il y a déjà celui qui a peur de l'insomnie. C'est celui qui a peur de ne pas assez dormir. C'est celui qui va compter le nombre d'heures, les insomnies, vous voyez, qui va être dans une sorte de comportement d'inquiétude qui va aller jusqu'à l'obsession. Ça, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte en disant que cette obsession, elle n'est pas nulle part. Je pense aussi à quelquefois la pression, les injonctions, surtout la pression des parents sur les enfants. Il faut que tu dormes, si tu ne dors pas, tu vas être fatigué. Oui. Ça, bien sûr, vous vous souvenez combien je qualifie ça, je bâtis ça, de l'arsenic dans notre vie, comme si ça invitait l'enfant à être d'abord dans cette inquiétude de manquer de sommeil, au lieu d'être d'abord dans l'énergie des rêves, des projets et toutes ces choses qui sont bien plus intéressantes pour notre vie. Donc déjà, qu'est-ce que nous avons entendu comme message? Est-ce que ça nous aurait déjà mis le verre dans le fruit sur est-ce que j'ai assez dormi ou est-ce que je vais être fatiguée? Évidemment, la fatigue de 17 heures, elle est moins provoquée par un déficit de cycle de sommeil que par cette même inquiétude. C'est comme si à ce moment-là, nos parents reparlaient à nouveau dans nos têtes en disant quand même, la fatigue, elle doit être légitimée par ce manque de sommeil. Donc déjà, il y a plusieurs méconnaissances, j'y reviendrai sur le côté pratique. Encore une fois, le sommeil, ce n'est pas une histoire de durée. C'est une histoire de durée multipliée par profondeur, on le verra tout à l'heure. Donc c'est une histoire de surface investie dans cette activité. Alors ça, donc c'est celui qui a peur et celui qui peut avoir peur aussi parce qu'il travaille la nuit, qu'il a des horaires des 3-8, donc de poste, et il y a plein de justifications. Hein. Mais moi je crois beaucoup, évidemment, soit aux grâces d'État, soit au fait que notre organisme soit capable aussi de ruser et de se débrouiller pour nous faire récupérer en moins de temps quand il y a nécessité. La maman qui allait et qui est réveillée toutes les 3 heures, elle va faire l'économie, je vais vous dire tout à l'heure, de certaines phases qui sont moins intéressantes, mais elle va être tout de suite dans le sommeil paradoxal qui, lui, restaure complètement l'activité cérébrale et le contact avec l'inconscient. Donc, bien sûr, après, faisons confiance à notre inconscient, faisons confiance
à notre façon d'être lié au cosmos, pour trouver dans cette confiance même les ressources qui nous permettront de rester en bonne santé, même si nous ne respectons pas les 8 heures, et ça, et c'est la même chose pour l'alimentation. Alors ça c'est l'insomniaque. Ensuite, donc là c'est nature, hein, mais j'ai rien, c'est la nature, c'est ce que j'appelle aussi l'animal ou le mammifère circadien, c'est-à-dire celui qui depuis sa naissance va vivre sur un cycle de 24 heures. Donc qu'est-ce que je fais de ce cycle-là? Est-ce que je le respecte comme Prudence Petit Pas? Est-ce que je joue avec lui pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons de plaisir? Mais on va le voir. Mais pour le moment, cet animal circadien, ce mammifère, il a à connaître les lois. Il a à connaître les cycles. Il a à repérer effectivement un certain nombre de vérités, enfin de réalités, avec lesquelles ensuite composer la meilleure qualité possible de son sommeil. Donc, animal circadien. Ensuite, je vais avoir plutôt du côté culture, vous allez voir pourquoi, je vais avoir le joueur qui va être un petit peu dans la clandestinité. C'est celui, enfin, c'est le joueur tout court, c'est le brigand, c'est le poète, c'est celui qui va être tout à fait motivé, porté par cette ambiance particulière, par cet état de pénombre, mystérieuse, et donc il ne va plus être dans seulement la performance de l'état de jour, il va être dans quelque chose de plus, que je peux dire, de plus en contact avec son inconscient. J'y reviendrai évidemment, mais c'est là aussi que je prendrai un temps tout à l'heure pour l'autre thème, non pas donc les lois du sommeil comme je disais pour le premier, pour l'insomniaque. Ici on va avoir notre relation avec la nuit, avec cette entité. Et c'est là que j'ai lu vraiment 2 livres que je vous recommande tout à l'heure et qui m'ont vraiment invité à être dans plus d'accueil. Voilà, mais j'y reviendrai. Voilà, donc là on a clandestin, on a un peu en catimini, vous voyez, on a toutes ces choses, pas forcément pour de la délinquance, mais d'abord parce que nous sommes invités à ne pas faire trop de bruit à ce moment-là pour ne pas déranger le conjoint, les voisins, etc. Donc il y a complètement une autre façon d'être au monde dans la nuit. Ça rejoint l'enfant qui lit sous sa couette. Voilà, et ça, je vais voir qu'il y a 3 formes d'éclairage, et c'est exactement ça. Et ça tombe très bien, parce que je vais lire 2 textes tout à l'heure, 2 femmes qui parlent de, elles, insomniaques, et qui ont en commun d'avoir été effectivement avec une lampe électrique, mais ce n'étaient pas les seules, et à gratter sur la nuit pour être dans une autre forme de nourriture, qui est celle de la lecture, et surtout de la lecture clandestine. Voilà, donc là, des personnages qui nous fascinent, on est dans la séduction, mais que nous pouvons être aussi pour différentes raisons. Mon 3e personnage, c'est celui que j'appelle l'adolescent qui va vouloir être dans la fantaisie. Lui, contrairement à l'insomniaque, il a peur de trop dormir. Il va être dans l'économie. Il va être dans nier quelquefois cette fatigue sur laquelle je reviendrai. Il est dans vouloir profiter encore plus de ces 24 heures pour peut-être jouer, pour lire, pour travailler, pour découvrir, pour être en relation. Vous voyez donc, qui trie. Le premier, il a peur de ne pas assez dormir, celui-là, il a peur de trop dormir, il veut de la fantaisie. Il veut éviter le métro boulot dodo. Donc, c'est comment est-ce que je peux gagner en liberté, en autonomie, pour mettre dans ma vie plus de fantaisie, pas forcément pendant la journée, mais la nuit, ça m'appartient. Et c'est une des choses que dit très bien Christiane Taubira dans son livre que j'ai acheté hier, parce qu'elle vient juste de le sortir, Nuit d'épines. Elle dit que c'est ça le moment, c'est son moment de liberté. Que en tant que ministre, etc., mais aussi avec d'autres fonctions, elle était avec un carcan. Elle dit la nuit, c'était moi qui décidais. Et puis c'est un peu ce que nous voulons faire aussi, bien sûr. Le 4e personnage, c'est celui donc, que j'ai déjà évoqué dans d'autres conférences, c'est celui qui flirte soit avec la dépression, soit avec les masques de la dépression. C'est chez un enfant, chez un adulte aussi, ou chez une personne âgée, l'inquiétude que nous ressentons, sans toujours en avoir conscience, d'un sommeil qui n'est pas juste. Un sommeil qui viendrait comme un masque, ou une planque, ou un paravent, et qui viendrait éviter à la personne qui dort excessivement, pour moi, de sentir quelque chose de cette dépression. Oui, donc il y a une sorte de passerelle un peu trop fréquente et un peu trop facile entre la dépression et cette hypersomnie, comme un comportement raquette, pour les personnes qui sont familiarisées
avec l'analyse transactionnelle, c'est ça, c'est trop dormir, pas assez dormir, pour éviter de sentir le chagrin, la colère. N'oublions pas que la dépression, c'est surtout le déficit de contact avec sa colère et l'expression de la colère, hein. Pas le chagrin, mais la colère surtout. Voilà, donc à quel moment est-ce qu'on pourra faire cette hypothèse? Ben, c'est sur le tableau sur lequel je reviendrai, que j'ai déjà proposé plusieurs fois. C'est lorsqu'après une nuit à peu près normale, que je mets 2 fois entre guillemets, eh bien il y a cette fatigue, la fatigue du matin, la fatigue au réveil, hein, qui nous fait penser vivement que de ce soir que je me couche à nouveau, alors que c'est le soir qu'on se sent mieux. Mais cette fatigue du matin, elle n'est pas causée par un déficit du nombre d'heures, etc. Elle est toujours le signe d'une dépression latente ou consciente, etc. Et notamment, et je te regarde Hélène, parce que c'est toi qui posais la question tout à l'heure, parce que je suis supposée me réveiller à la fin d'un cycle, c'est-à-dire d'avoir jeté mon réveil matin à la poubelle, ou avoir enlevé la pile, ou avoir enlevé la sonnerie, car la santé, notre belle énergie, va être doublée si nous nous réveillons, si nous sommes attentifs à nous réveiller au moment, donc spontanément, de la fin d'un rêve. C'est extrêmement important. Chaque fois que vous êtes réveillé par un réveil matin, vous avez 3 traumatismes: le bruit, la lumière quelquefois qui est trop vive à ce moment-là, et surtout, pire que ça, ça interrompt votre cycle qui est la chose la plus précieuse de votre horlogerie. Donc mieux vaut dormir 5 cycles que 5 et demi. Mieux vaut, est-ce que vous l'entendez bien? Oui. Donc ça, c'est la première chose à propos d'écologie, c'est de nous donner les moyens, et c'est beaucoup plus simple que vous l'imaginez sans doute, parce que généralement quand je fais cette conférence, je me dis c'est pas possible, moi je travaille, moi je peux pas me permettre d'être en retard, comme si moi je me permettais d'être en retard d'ailleurs. Voilà. Donc c'est important, et là Pierre Flucher vous donnera des trucs aussi et qui vous permettront d'avoir confiance dans cette aptitude à se réveiller à la fin d'un cycle, donc à la fin d'un rêve, sommeil paradoxal. Et si, comme moi, vous êtes anxieuse, vous pouvez laisser le réveil évidemment quand vous prenez un avion, et vous pouvez être assuré effectivement qu'avec un peu d'entraînement, vous vous réveillez avant, et vous repérez bien que c'est la fin d'un rêve. Donc, si tu ne te souviens pas de tes rêves, c'est probablement, je fais peut-être un procès d'intention, que tu te réveilles avec une sonnerie. Et ça casse ton énergie, ça t'éloigne de cette ressource des rêves. Et donc ce sommeil paradoxal, il a cette exigence de devoir aller jusqu'au bout. Et donc sur chaque cycle à peu près d'1h30, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a à peu près 20 minutes de rêve. C'est-à-dire que si vous dormez 5 cycles, vous voyez ce que ça fait, on dort beaucoup. On rêve beaucoup. Combien de rêves vous avez dit? 20 minutes par cycle. Parce qu'on rêve à chaque fois qu'on dort. Et à chaque cycle. À chaque cycle. D'ailleurs, toutes les heures et demie, on rêve 20 minutes, en gros. Je fais ça à la louche, puisqu'après, je y reviendrai tout à l'heure à propos de tout ce qui est pratique, mais de sans lisez Pierre Flucher. Voilà, donc ce que j'aime bien dire à propos de la définition même du sommeil, là j'avais 2 choses que je voulais partager, c'est que la première méconnaissance, la première chose à laquelle tord beaucoup, c'est la croyance que lorsque nous dormons, c'est comme si nous débranchions notre grille-pain. C'est comme si nous nous mettions en off. Que nenni. Le cerveau marche encore plus fortement la nuit que le jour. Donc d'où l'intérêt à soigner cette période. Et donc, ce que je retenu, parce que c'est bien, le sommeil, c'est le changement périodique d'activité cérébrale. Là, je vais passer rapidement sur alpha, gamma, voilà. C'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure, sur cet état, un petit peu de flottement, qui fait qu'on n'est pas dans le souvenir après, mais il y a cet état de flottement. Mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Voilà, donc c'est d'abord une histoire de cerveau qui pilote tout ça, donc changement d'onde cérébrale. Et pourquoi est-ce que nous sommes dans cette croyance que ça fonctionne comme un grille-pain qu'on débranche? C'est parce que nous confondons l'activité cérébrale avec le contenu de la pensée. Les bébés in utero rêvent 100% du temps, ce qui nous trouble, parce qu'on se demande bien ce qu'ils font. Alors c'est simplement parce qu'il y a une activité cérébrale, même si nous avons du mal à imaginer des images qu'ils peuvent avoir. Hein. Et c'est la même chose pour nous. Il y a une activité très très vive
mais ce n'est pas pour autant que nous avons conscience évidemment de ces images, de ce contenu de pensée. Voilà, et donc, ce que je redisais dans l'état de veille, Bergson, lui, dit « dormir, c'est se désintéresser ». Donc il va un petit peu dans le sens de cette alternance où on serait dans la vivacité d'une intelligence attentive et d'une présence le jour, et la nuit, on serait absent à nous. Sûrement pas. C'est pour ça que je vais reparler de la nuit avec tout ce qu'elle permet, qu'on soit en train de dormir ou qu'on soit en train de veiller. Et c'est quelque chose, effectivement, qui est nié souvent par notre culture, qui est tout le temps avec les éclairages, avec les 3-8, avec cette lumière blanche que l'on trouve dans les magasins, dans les gares et dans les aéroports, et ça nous ferait croire, effectivement, à une sorte de nivellement de cette alternance qui est celle de nous, animaux circadiens, et dont nous avons absolument besoin pour notre vie, quelle qu'elle soit, physiologique, imaginaire, symbolique, etc. Voilà, alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est que, je crois que Pierre Fléchard en parle moins, c'est que pourquoi dormir, alors on peut dire aussi pourquoi ne pas dormir, mais j'y reviendrai tout à l'heure, pourquoi dormir? Bien sûr, ça peut faire d'abord penser à la régénération. On requinque, on sait qu'on cicatrise mieux la nuit, on sait qu'il y a des sécrétions hormonales qui vont être différentes, on sait que les enfants grandissent d'autant plus qu'ils dorment bien et suffisamment. Donc tout ça, ça a à voir avec la physiologie et le corps. Mais la principale fonction du sommeil, c'est de nous permettre de rester dans quelque chose d'éminemment, une individuation personnelle. C'est-à-dire que si nous ne dormions pas, au bout d'un certain temps, parce que nous mangeons la même chose, nous regardons les mêmes émissions, nous lisons les mêmes livres, etc., nous serions comme des clones les uns des autres. C'est parce que nous dormons, c'est parce que nous accueillons le sommeil paradoxal que toi, Léna, tu restes Léna, et que toi, Cécile, tu restes Cécile. C'est une façon, alors moi j'appelle ça une forme de régression dans le noyau le plus intime. Et c'est pour ça que quand on parle de privation de sommeil, on voit bien que la personne flotte, elle mémorise moins, etc. Mais au bout d'un moment, elle a vraiment un doute sur son identité, parce qu'elle n'a pas été repiochée au cœur de l'être, de l'identité, quelque chose qui lui permette d'être distincte des autres. Est-ce que vous l'entendez bien? Si vous ne reteniez que ça, c'est ça. Et d'où les tortures les plus effrayantes, c'est la privation de sommeil. Il y a des expériences qui sont faites, etc. Et c'est terrible, parce qu'il y a vraiment une attaque, pas seulement sur le corps, mais sur ce qu'il y a de plus personnel. Et outre la douleur. Alors, je vais revenir. Oui, alors selon les 3 premiers personnages, je fais un sort impar au 4e qui est donc la personne en dépression. Donc l'animal circadien, encore une fois, doit connaître des lois, j'y reviens. Le noctambule doit apprivoiser la nuit. Et effectivement, l'adolescent que nous restons comme ça doit apprendre à maîtriser ses ressources pour éviter le déni de sa fatigue et éviter d'être dans quelque chose qui serait de l'excès. Alors, je vais reprendre chacun de ces points et chacune de ces aventures. Alors, le sommeil, donc, d'abord, le sommeil, on a fait, toutes les découvertes ont été révolutionnaires en 1953. Pourquoi? Parce que c'est la date de quoi, 1953? De l'électroencéphalogramme. Et tout à coup, on s'est aperçu, vous l'aviez oublié évidemment, hein, tout à coup, on s'est aperçu que justement l'illusion que c'était en électroplat, pas du tout, c'est qu'il y avait cette grande activité cérébrale. Et ça, c'était grâce effectivement à cette façon de visiter le cerveau et ses ondes. Alors, ce qu'on a pu dire à ce moment-là, c'est qu'il y avait donc des cycles. Alors, le cycle, il est éminemment personnel. Chacune de nous, chacun de nous, parce que Pierre est là, chacun de nous a, pour la vie entière, un nombre de minutes qui ne changeront jamais. C'est-à-dire que pour toi, Marine, ça peut être 1h24, et ton cycle, c'est 1h24. Sauf
bon, voyage, des choses comme ça, où tu vas flirter avec des choses. Et c'est très facile de repérer ça. Pour toi, ça peut être 1h36. En gros, j'arrondis à 1h30. Il n'y a pas beaucoup de décalage. On a vu des personnes à 1h12, voilà, ou 1h40, mais en gros, c'est 1h30. Donc, j'ai déjà dit, avec donc 5 phases différentes. On a d'abord le sommeil lent, avec léger et profond, et ensuite le sommeil rapide avec évidemment léger et profond. Donc le premier, ça va être celui qu'on va repérer, la personne va passer en sommeil profond quand, si elle est assise dans un fauteuil, elle va lâcher le crayon. Pour le sommeil profond, on va reconnaître l'intensité lorsque on va mesurer la nécessité de mouvement ou de bruit pour réveiller la personne. Donc tout ça, ça va faire ce qu'on appelle un hypnogramme. Hein, alors je me descends là, je ne crois pas en avoir suffisamment, mais je vais vous le faire circuler. Voilà. C'est ça. Et là, on va avoir les 5 phases. Bon, je vous les ferai circuler. Hein. Donc, ça veut dire que quand j'investis, quand je monte, ça veut dire que ça va faire une surface. Donc j'ai la durée, là, de 6 heures. Et là, selon la nature du sommeil, donc selon, donc là c'est le coucher, le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4, et ensuite le sommeil paradoxal qui est ici, c'est en anglais, bon, voilà, ça va permettre de remplir effectivement un tableau, enfin plutôt ça va remplir une surface. Donc la qualité du sommeil va être effectivement la multiplication entre la durée et la surface couverte. D'accord ? Et la profondeur. Parce que plus c'est profond, plus ça couvre le tableau. Je vous invite à le faire. Oui. Est-ce que c'est possible de fermer la fenêtre? Oh, ce n'est pas possible. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller chercher le serrurier, mais tu as une demande à faire? Fermer la fenêtre, s'il te plaît. Pas et plaisir quand de on parle tatiner. par exemple, moi je sais que j'ai un sommeil très léger, où Oui. dès le moindre bruit, je me réveille Oui. tout le temps et ça impressionne toujours Oui. les gens autour de moi, parce que il suffit que j'entends quelqu'un chuchoter, je me réveille. Oui. Alors ça, on peut mettre ça aussi sur le compte d'une forme, si j'ai d'autres tableaux là, de ton insécurité de base. Comme s'il fallait que tu sois un animal sauvage, tout le temps en train de surveiller, d'être en vigilance. Voilà. C'est l'animal domestique qui, un peu comme la fable de La Fontaine, hein, c'est l'animal sauvage, il ne peut pas se permettre effectivement de dormir comme un animal domestique. Voilà. Est-ce que ça vous parle, l'hypnogramme? Oui. Oui, non? Ouais. Moi, j'ai pas compris. Non, mais c'est tant pis que vous ne savez pas. Ça veut dire que plus je monte, plus je remplis mon tableau. C'est-à-dire que la qualité de mon sommeil va correspondre à tout ce qui est rempli, tout ce qui est gris. Pas simplement la durée qui est en bas, à l'horizontale, mais aussi la façon dont j'ai été dans un sommeil plus ou moins profond. Et les petits points, c'est entouré. Oui, ça c'est... Non, rapide, là je ne vais pas y rentrer. Ça, bien sûr, je pourrais en parler toute la nuit, mais ça veut dire simplement que c'est pour distinguer lent, profond, etc. Mais ça ne nous intéresse pas ce soir en priorité. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que ce n'est pas qu'une histoire de durée. La qualité, c'est à la fois la durée multipliée par la nature des stades. Stade 1, stade 2, etc. Sinon, j'aurais besoin de faire. Donc ça, c'est l'hypnogramme. Donc déjà, on voit bien que ça révolutionne quelque chose de notre croyance que combien de temps j'ai dormi. Ça nous rend un petit peu moins obsessionnel, parce que je peux avoir dormi 4 heures, mais en sommeil profond, et je suis restaurée. Alors ensuite, qu'est-ce que je veux dire ? Donc ce qui est terrible pour l'énergie, c'est quand nous sommes interrompus au milieu du cycle. C'est moins grave d'être interrompu dans les 4 premières phases que d'être interrompu dans le sommeil paradoxal. Ce qu'on appelle aussi le sommeil des mouvements oculaires rapides. On sait que la personne rêve parce que ses yeux bougent. On voit sous ses paupières, les yeux sont agités. Il y a un certain nombre. Ce que je n'ai pas suffisamment dit, c'est j'ai dit que c'était bien sûr le cerveau qui pilotait tout ça, mais une autre indication et une autre forme d'analyse de ce qui se passe sur le plan pratique, technique et physiologique, ce sont toutes les sécrétions hormonales.
on imagine qu'il faut donner quelque chose en plus pour dormir, alors que c'est pas ça. Il y a un centre dit bleu, c'est ce centre qui va s'arrêter de sécréter ou arrêter de sécréter des hormones, et c'est ce qui va permettre au sommeil de s'installer. Donc c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose en moins. C'est pour ça qu'on dit ne pas faire de débat politique trop longtemps, parce que tout ça va stimuler ce centre bleu. On a intérêt à regarder La Petite Maison de la Prairie, et des choses comme ça, qui vont évidemment ne pas nous apporter beaucoup de surprises, parce que tout le monde sait comment ça se termine. Donc évidemment, il y a des histoires d'éclairage, des histoires d'orientation du lit. Tout ça est très bien dit, et notamment, j'aime beaucoup ce petit livre de Jeannette Bouton, qui était une personne un peu âgée et qui circulait dans les écoles, les maternelles, et qui expliquait aux enfants comment dormir. Alors elle leur disait, il faut mettre la tête sur les épaules. Enfin, et donc les enfants étaient tout à coup un peu réconciliés avec ce moment qui peut être très angoissant s'il y a eu notamment une association entre s'être endormi, se réveiller et il n'y a personne. Hein, comme s'il y avait une menace, et voilà, une des raisons pour lesquelles on peut rester tout le temps dans cette tension. Voilà. Donc, bêta, c'est l'onde, cette onde cérébrale qui est celle qui nous anime maintenant, en gros. Alpha, c'est cette zone intermédiaire, là. Et ensuite, on va avoir θ, gamma, on va avoir surtout sigma et delta, hein, qui vont varier selon les cycles, pas les cycles, pardon, les stades du sommeil. Mais je ne rentre pas là-dedans et c'est très bien développé dans d'autres choses. Donc, en fait, 3 centres de sommeil, chacune étant autonome et surtout chacune ayant la responsabilité de sécréter des hormones. Donc, l'état d'éveil, c'est ce qu'on appelle réticulé, avec EE à la fin. Donc, dopamine, noradopamine, etc. Le centre du sommeil, c'est ce qu'on appelle raphé. Et le centre du rêve, c'est ce qu'on appelle aussi l'endroit bleu, le locus cerulis, avec la cytolytique, voilà, des choses. Donc, ce qui est intéressant, donc là, c'est de voir les différents cycles. Nous, le cycle de nous, animaux, ça sera 24 heures. Quels sont les cycles pour les végétaux? Quels sont les cycles pour les autres éléments de notre monde, hein, bien sûr. Donc, pas de offline ou online, mais quelque chose qui change en termes de nature d'onde. Alors, donc, ça, les lois du sommeil. Alors, j'avais d'autres petites choses comme ça. J'oublie quelque chose sur les connaissances de ces lois. Est-ce que vous croyez-vous que le sommeil avant minuit compte double? Oui, j'ai entendu dire en tout cas. Mais est-ce que tu y crois? Moi, oui. Plutôt oui. Plutôt oui. Oui. Oui, plutôt oui. Il y a quelque chose sur les sécrétions hormonales. Oui. Moi, je le sens physiquement. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est ça. Maintenant, je me souviens de ce que je voulais dire. Donc, l'idéal de l'idéal, le luxe absolu, c'est pas simplement de faire des nuits de 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. C'est d'abord de repérer de quoi moi j'ai besoin et de respecter ça, ni plus ni moins. Mais le luxe qui est pratiqué pour les 2 tiers de la planète, c'est la sieste. Donc il y a 4 formes de pause comme ça. On a d'abord, effectivement, le sommeil flash, c'est celui du navigateur solitaire, c'est celui de nous, quelquefois, si vous êtes au cinéma, quelquefois vous pouvez avoir l'impression que vous avez manqué 3 images et vous dites, c'était bizarre quand c'était tout noir l'écran. L'autre dit, mais c'était pas noir l'écran. Oui, c'était vous juste qui avez eu une fraction, enfin, vous voyez, 5 secondes quelquefois. Donc ça veut dire que si on compare le cerveau à un ressort, c'est trop tendu et donc il y a une sorte de détente qui permet ensuite de retrouver la capacité d'attention. Donc ça, c'est vraiment quelques secondes. Ensuite, on a la pause parking. La pause parking, elle est un peu plus longue, c'est celui du chauffeur, du cocher qui s'arrête, son client est allé faire quelque chose, et donc là, il est, vous voyez, il n'est pas allongé évidemment, il est sur son siège, avec la tête penchée comme ça en avant, et c'est ce que nous faisons dans un fauteuil, dans le train, et ça dure évidemment là plutôt 5 minutes ou 10 minutes, mais c'est très réconfortant. Ensuite, il y a la sieste idéale qui fait 20 minutes, pas moins de 19 et pas plus de 21.
minutes. C'est très précis. Si vous débordez ça, en gros, vous vous mettez dans une situation de vous réveiller avec un peu la nausée ou un peu de céphalée, etc. Ça, donc, c'est important. Soit ça peut être fait allongé ou plutôt détendu dans un fauteuil, etc. On peut vivre ça aussi dans un long trajet en voiture. On s'arrête dans un parking, et on peut à ce moment-là sentir qu'on récupère des ondes qui vont nous permettre d'être dans une plus grande vigilance. Mais ça, du coup, Aliette, c'est on se met en situation de la vivre. Et on se laisse la vivre, on ne va pas se chronométrer 20 minutes. Non, mais si tu travailles avec la nausée, tu peux t'interroger sur quelque chose que tu n'aurais pas suffisamment programmé dans ton inconscient. Voilà. Ou de voir que tu as intérêt peut-être à certaines périodes de ta vie à ne pas prendre ce risque parce que tu déborderais et qu'à ce moment-là c'est contre-productif. Pour certaines personnes en convalescence ou personnes qui sont dans des situations particulièrement d'épuisement, ça peut être vraiment un cycle complet de 1h30. Mais le réveil n'est pas toujours agréable là. Alors que 20 minutes, ça peut être quelque chose qui revient, enfin, on revient et c'est bien comme ça. Alors, ce qui m'intéresse, vous allez comprendre pourquoi, c'est que une sieste de 20 minutes, c'est l'équivalent de 1h30 la nuit. C'est-à-dire que si vous dormez 2 fois 20 minutes, vous voyez le gain de temps. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu réhabilité dans notre culture. On voit que dans les entreprises, on organise pour que ce soit possible, mais vous avez peut-être la confidence d'un copain, d'une copine qui vous dit qu'elle se débrouille pour aller dans sa voiture et faire ses 20 minutes dans sa voiture, ou pour aller, quelquefois des gens vont aux toilettes, ou trouvent le moyen de recharger toute cette capacité de vigilance en étant donc dans un comportement respectueux de ça. Voilà. Mais c'est nettement, vraiment ces 20 minutes, un cadeau, c'est un luxe qu'on peut se faire et un cadeau pour toute cette belle énergie. Et à quel moment est le plus propice la Alors, sieste, très bonne 20 question, minutes. Kitri. Si tu fais ces 20 minutes le matin, tu restaures plutôt quelque chose qui a à voir avec le physiologique. Par exemple, si tu as été opéré ou si tu as quelque chose qui touche le corps, à ce moment-là, tu as intérêt à faire ces 20 minutes le matin. Si tu as un souci, que tu as besoin de récupérer autrement, ou si tu traverses une période éprouvante pour toi, psychologiquement, tu as intérêt à faire ces 20 minutes l'après-midi. Voilà. Et contrairement à ce qui est dit, enfin moi je n'ai pas de preuve, mais je peux vous dire que les parents quelquefois pensent que si l'enfant fait la sieste, il va moins dormir le soir, c'est faux. Parce qu'au contraire, quand il a fait la sieste à la mi-journée, il y a quelque chose qui s'est détendu et il va être prêt à dormir à l'heure qui lui convient le soir. Alors que des enfants qui sont très tendus vont être au contraire beaucoup résistés à passer à un autre état de détente. Voilà. Ça veut dire qu'on peut faire 2 siestes de 20 minutes. Ouais. Et je gagne 3 heures. Ce serait l'idéal. Je si gagne on 3 pouvait. heures. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si tu peux te débrouiller pour ça. Ce qui est intéressant, Kitri, c'est de voir ce qui se passe quand nous sommes en vacances, où il y a moins cette pression sociale, professionnelle, et que nous pouvons avoir plus de souplesse. Eh bien, c'est important de voir combien nous gagnons en belle énergie. Je sens que tu vas y prendre goût. Juste, j'ai pensé à quelque chose que j'ai dit là. À vous de tester ça. Juste, je sens que j'ai dit quelque chose. Alors, ça va me revenir et je viendrai comme ça. Alors, les rêves, donc 20 minutes. Les rêves, c'est ce qui nous fait encore recharger quelque chose de qui je suis et pas une personne indifférenciée dans une culture qui nous ferait porter les mêmes vêtements notamment. Voilà. Les cauchemars sont pour moi toujours à accueillir avec gratitude parce que c'est aussi une façon de libérer une tension, de libérer des choses qui nous encombrent. Et la grande différence à faire, c'est entre cauchemar et terreur nocturne. Là, tu dois te souvenir de ça, Céleste, non ? Le cauchemar, on va parler d'un bébé, c'est plus facile. Un enfant qui fait un cauchemar, il va appeler, il est inconfortable, et à ce moment-là, il va immédiatement s'apaiser à votre arrivée. Vous le prenez dans les bras, il va se blottir, et tout à coup, il peut à nouveau être tranquille, rassuré.
La terreur nocturne, ça n'a rien à voir avec ça. La terreur nocturne, ça fait que l'enfant est complètement sur une autre planète et ne tolère pas qu'on s'approche de lui, qu'on lui parle. Il rejette toute forme de consolation. Et donc c'est à respecter comme tel. Bon, bien sûr des précautions à prendre pour qu'il ne se fasse pas mal, etc. Mais c'est intéressant ensuite sur un plan plus psychologique de voir ce qui relève, enfin, ce qui a provoqué une terreur nocturne, qui renvoie plutôt à un traumatisme, alors que le cauchemar c'est une façon donc de dépolluer un inconscient ou un conscient qui a été chargé. Ah oui, une des choses aussi, ça ce sont des trucs qu'on peut trouver, si vous êtes, enfin si vous vivez beaucoup de jet lags, si vous franchissez beaucoup, donc comme ça les fuseaux horaires, là il y a vraiment aussi à savoir que c'est pas parce que j'ai pas de symptômes qu'il n'y a pas quelque chose qui est bousculé et remué donc dans les sécrétions hormonales et plein de choses, mais il y a des choses très efficaces pour compenser. Travel, bien sûr, comme élixir. Il y a, oui, fleur de Bach, c'est un mélange. Il y a prendre des bains au retour. Il y a masser derrière les oreilles. Il y a aussi de l'homéopathie. Mais c'est important de savoir anticiper pour éviter d'être quelquefois décalé pendant longtemps. Et puis après, bon, nous avons une aptitude vraiment très différente selon notre organisme, etc. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment redoutable. Moi, je le sens avec le train. J'ai toujours une phase un peu d'adaptation. Ah oui. Ouais. Tu veux dire, quand tu vas de... Quand je fais des retours Paris-Bordeaux, je sens que quand j'arrive à Bordeaux, il y a un truc qui s'est relâché, je change d'univers. Oui, mais là tu ne changes pas de fuseau horaire. Non. Non, mais je sens que mais il y a quelque chose, 300 km/h. Voilà, et il y a quelque chose qui impacte, évidemment. L'oscillation. Ouais. Tu devrais voir si ça fait pareil quand tu es à l'étage ou... Oui, il y a des gens qui choisissent en fonction de ça. D'accord. Oui, tu as intérêt à te mettre en bas. Tu vas moins vibrer. J'ai entendu ça aussi. Voilà, donc repérez ce dont vous avez besoin, puis après il y a tous les trucs, je ne vais pas y revenir, il y en a qui font ça bien mieux que moi, sur quand j'arrive dans le pays avec 5 fuseaux horaires différents, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire, est-ce que j'ai intérêt tout de suite à plonger, à prendre un repos, mais et là on retrouve tout le luxe de faire ces siestes de 20 minutes, parce que ça permet petit à petit de reconquérir effectivement son propre cycle. Mais nous, les femmes, nous sommes évidemment très sensibles à ces jet lags, sur toutes les sécrétions, sur évidemment les règles aussi, qui peuvent être très très perturbées par le fait d'être passé d'un fuseau horaire à un autre. Je sens, j'oublie encore quelque chose qui ne revient pas sur le sommeil. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. Oui, vous parliez sur l'inconscient, programmer son inconscient. oui. Voilà, alors comment je programme mon inconscient Bien. pour me réveiller demain? Bien, comme un allié, tu lui fais confiance. Je lui dis, le soir je me couche et je lui dis tu me lèves à 9h. Oui, ou je me lève, voilà, demain, je me programme pour me réveiller à telle heure. Je me programme. Voilà. Et je fais confiance à mon inconscient pour ensuite jouer avec les cycles et tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez repéré les uns ou les autres si vous étiez plutôt chouette ou alouette? C'est quoi chouette, chouette? Chouette, c'est la personne qui va veiller tard, et alouette, c'est celle qui serait... Voilà. C'est alouette. Chouette. Et puis il y en a qui font les deux, qui sont... Chouette c'est tard et alouette c'est tôt. Oui. Moi je suis chouette. Après, ça dépend des fois. Ça dépend des fois, mais quand même. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Non, mais ça me traverse l'esprit. Comment est-ce que vous allez repérer très précisément, à 1 minute près, la durée de votre cycle? Ça, tu le sais déjà. Ça on fait comment? Alors ça, Vous êtes plusieurs à savoir déjà. Vous acceptez d'aller prendre un repas de fête chez votre maman ou votre belle-mère. Là, il y a une viande en sauce, il y a un peu de fromage et il y a ensuite un framboisier ou un fraisier. Bon, vous n'avez pas l'habitude de vous dire.
Et donc, un petit moment après, vous sentez un petit peu de vague, comme ça. Bon, vous n'osez pas, évidemment, ni l'annoncer, ni passer à l'acte parce que vous êtes bien élevé. Mais ce que vous faites, vous regardez votre montre et vous repérez, il est 14h27. Et ensuite, vous continuez à parler avec votre maman, votre belle-mère et les autres, etc. Et donc, après, ça va aller mieux, parce que vous avez d'autres sécrétions hormonales. Et puis, 1h30 en gros après, vous allez sentir le même symptôme. Et donc, vous repérez à nouveau et vous notez l'heure, tout ça. Une autre façon de le repérer, c'est dans votre vie nocturne. Vous vous réveillez, et puis vous avez du mal à vous rendormir. Et à ce moment-là, vous repérez aussi. Il est 3h01. Et vous lisez Saint-Antonio, ou peut-être Pierre Pégarde, ce que vous avez sous la main, ou bien Christiane Taubira, que je vous conseille beaucoup. Voilà, vous lisez. Et au bout d'un moment, il y a le train du sommeil qui passe à nouveau. Et là, vous repérez aussi. Donc à ce moment-là, vous éteignez à nouveau, vous fermez les yeux et vous faites confiance comme ça. Ça marche en général, mais c'est pour ça que le roman policier n'est pas forcément le meilleur, mais repérez. Et donc, une première fois, vous notez bien que c'est 1h27 votre heure, et la fois suivante, vous n'avez plus besoin d'en garder, vous savez que vous allez lire 1h15, et ensuite vous allez avoir de nouveau le passage du train du sommeil. Parce que, vous l'avez remarqué aussi, que quand vous laissez passer le train du sommeil, il faut attendre 1h30. Donc vous avez intérêt à le repérer. Voilà, voilà pour ça. Oui. Pour l'histoire des pleurs en sauce et tout, j'ai bien compris quand elle se regardait sa montre au début, oui. Et c'est le même symptôme à la fin de bien fatigue. Sûr. Oui, de petites somnolences comme ça. Okay. Oui. Et ça veut dire qu'on en sort. Non, c'est notre cycle. Après, selon les circonstances sociales, selon ma volonté de séduire les gens avec lesquels je suis, je vais céder ou pas à ce moment-là. Mais à ce moment-là, mon train va passer régulièrement. Quand il passe dans la journée habituelle, je ne l'observe pas. Mais quand j'ai mangé effectivement un petit peu trop de chocolat, il y a un moment, il va repasser en fait. Il repasse, mais à ce moment-là, je le sens. Parce que je vais avoir une moindre vigilance, ou ma digestion va aussi troubler l'ensemble. C'est ça. Comme ça va nous permettre de savoir des minutes. Oui, très précisément. Et donc de le respecter ensuite. Je pensais que c'était le moment où tu avais mieux, en fait, non. Sinon, ça repasse. Oui, alors le point 0, alors là, bien sûr, vous allez sourire. Le point 0 de nicténaire, c'est-à-dire c'est le cycle de 24 heures, comme Nyctalope, etc. Bon, c'est la personne qui voit la nuit. C'est en principe, alors je ne sais plus comment ça se combine avec les heures d'été, les heures d'hiver, mais tout revient à 0 à 3 heures du matin. C'est pour ça qu'on se réveille bien plus fréquemment à 3 heures du matin. Soit en se rendormant tout de suite, soit si vous êtes un peu fragile du côté de l'insomnie, ou soit vous venez d'être opéré et que vous êtes encore un peu vulnérable, c'est 3 heures du matin. Il y a dans les hôpitaux beaucoup plus d'accidents, par exemple cardiaques, beaucoup plus de morts à 3 heures du matin. Et quid du travail du foie qui, quand il est engorgé, travaille beaucoup, développe de l'énergie et réveille? Oui, alors ça, c'est la raison pour laquelle, évidemment, on conseille de ne pas trop boire le soir. Mais ce que je n'ai pas pris là, et vous allez trouver ça plus que je trompe sur Internet, c'est le tableau des doïns. C'est-à-dire que chaque organe a 2 heures, médecine chinoise. Trouvez ça, do, plus loin, trait d'union, in. Et vous allez trouver ça, c'est très bien fait. Et donc, ça va vous permettre de repérer si vous êtes un peu hépatique, c'est à tel moment que c'est plus difficile. Si votre estomac est fragile, c'est à tel moment. Voilà. Les reins, donc c'est en pleine nuit. Voilà. C'est intéressant d'observer nos propres cycles avec ce tableau-là. J'aurais pu en faire une description. Do, in. Ah, do, in. Voilà. C'est vraiment riche. Donc, tous les organes, il y a les 12 organes avec les 2 heures pour chacun. Voilà. Que Non, je réfléchis que je suis clairement... Enfin, je sais que c'est 1h30 et je sais qu'elle me laisse 3 heures. Oui, que, voilà. Donc, vous avez bien entendu, parce que peut-être avez-vous manqué d'attention tout à l'heure, toutes les 1h30, nous nous réveillons. Nous n'en gardons pas un souvenir conscient, sauf si nous avons planté la tente sur un terrain un peu caillouteux, sauf si, voilà. Mais sinon, toutes les 1h30, il y a un moment, il y a une fraction de seconde d'éveil.
Du coup, ça me fait penser quand on ne dort pas chez soi et qu'on Oui. peut dire « Ah, j'ai mal Oui. dormi cette nuit, je me suis réveillée Voilà. tout le temps », c'est parce qu'on en a Exactement. conscience. Parce que Et tout pas à parce que coup, ça change. l'inconfort, le manque de points de repère va Mm. faire qu'on va être un peu troublé et qu'il Mm. y a donc une pensée parasite qui va faire croire qu'on a mal dormi. Mm. Alors évidemment, cette idée d'insomnie et de mauvais sommeil, c'est éminemment subjectif. On le voit aussi grâce aux expériences qui sont faites avec des personnes qui vont à la clinique du sommeil, ils contestent. Il y a des personnes effectivement qui disent avoir très mal dormi, alors que l'électroencéphalogramme dit le contraire. Mm. Et nous pouvons avoir été dans un sommeil très réparateur, alors que nous avons très peu dormi en temps de temps, etc. Donc c'est vraiment éminemment subjectif. Et par exemple, le fait de faire des cauchemars ou des rêves, ça n'a aucun impact sur la qualité du sommeil. Ça peut l'être si tu n'arrives pas à t'endormir. D'accord. Oui, si. Si, ça peut. Mais c'est pas majeur pour moi. Et la question des rêves qui reviennent. Récurrent. C'est lié à quelque chose. Oui, bien sûr. D'où l'intérêt de terminer sa nuit à la fin du rêve, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir accès à cette chose qui nous renvoie peut-être à un traumatisme ou à une peur panique, à quelque chose qui peut être élaboré avec des mots ou avec quelque chose d'important. Moi, j'aime bien aussi comparer cette activité, ça va faire une transition pour le deuxième personnage, donc le somnambule, avec l'expérience de soit de l'hypnose, soit de rebirth, que vous connaissez plusieurs, qui veut dire qu'on va passer dans un autre état de conscience. C'est pas moins, c'est différent. Avec tout ce qu'on voit en méditation, aussi en pleine conscience, tout ça. Vous sous-entendez que les rêves qui reviennent sont des cauchemars plutôt? Parce que... Pas forcément. Non, on est d'accord. Non, pas Ça peut être forcément. aussi des trucs bien. Ah non. Voilà. Il y a des choses bien, oui, c'est récurrent. C'est vrai. Et là, évidemment, j'ai limité, merci Stéphanie, j'ai limité mon analyse à ça. Oui. C'est vrai. Voilà. Donc, les lois à connaître pour les respecter d'avant, plutôt, mais quelque chose donner la permission de jouer avec ça. Voilà. Avec donc le deuxième personnage, le noctambule, vous voyez bien, l'obscurité, la pénombre, le mystère. On va être effectivement dans quelque chose de la nuit et c'est ce dont j'avais envie de parler maintenant. Voilà, de partager avec vous ce que j'ai trouvé vraiment de très intéressant dans ma lecture, notamment du livre que j'ai descendu. Ah oui, il est là. Je crois là. De Michael Fossel, dont j'adore le titre, c'est La nuit, vivre sans témoin. Et donc là, j'ai pioché plein de choses et je voudrais juste vous dire l'essentiel de ce que j'y ai trouvé. Parce que lui ose revenir dans une lecture de la Genèse, je vais en parler, mais ose aller vraiment loin sur ce qui est tellement spécifique à notre accueil de la nuit et qui doit être d'autant plus respecté, cet accueil, que toute notre vie sociale vise à ce déni de l'alternance. Aujourd'hui, il y a toujours de la lumière, il y a toujours des gens dans la rue. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime Paris, parce qu'il y a tout le temps, effectivement, cette effervescence. Voilà. Et c'est vrai que quand je suis dans ma campagne ou dans un autre pays moins éclairé, je dors davantage, parce qu'il y a moins cette stimulation. Il n'empêche que, autant on peut voir avec nos lectrices là, sous les draps, l'intérêt de la lampe torche, etc., autant on peut voir la menace pour l'insomniaque d'une lumière qui serait trop vive, autant pour le somnambule, c'est quelque chose de la pénombre, c'est quelque chose... Somnambule. Oui, ah non, somnambule. Noctambule, c'est quelque chose d'une lumière qui varie et qui va donc nous apporter une autre forme d'éclairage et de perception de la réalité autour de nous. Ça ne sera plus sous la lumière blafarde, la lumière blanche, encore une fois des néons dans les magasins et dans les lieux publics. Voilà, mais ça je vais y revenir là. Donc, ce que j'ai retenu de tout à fait passionnant dans cette lecture, c'est ce qu'il dit, que malheureusement nous confondons ténèbres et nuit. Or, il dit que le récit de la Genèse, c'est quand, évidemment, il y a les ténèbres, Dieu crée le jour, et c'est parce qu'il y a le jour que la nuit peut arriver, mais distincte des ténèbres. Et j'en ai conclu que la douleur de l'insomnie, la douleur de ces nuits blanches comme ça, pourrait être effectivement la confusion à nouveau, l'expérience
non pas de la nuit, en tant qu'une expérience à vivre, mais en tant que retour des ténèbres, de quelque chose qui est source d'angoisse et pas seulement source d'une autre forme d'être au monde. Et alors, ce qu'il dit, donc, il y a bien ténèbres, jour et nuit, et ensuite alternance. Il dit... Je veux bien partager un exemple. Oui. Dans ma coloc, il y avait une personne qui faisait des balades au coucher du soleil. Enfin, voilà. Et c'était son temps de transition entre le jour et la nuit. Et j'ai trouvé que c'était un joli rituel, quoi. Il avait son petit tour et j'ai bien aimé. Et sur un plan très technique, peut-être que vous ne le savez pas, mais notamment par rapport à la police, bon c'est plus le cas aujourd'hui, mais autrefois, quand il y avait des lois qui étaient très variées, plus que ça. Donc, il a à cœur d'alterner, c'est-à-dire que ce qu'il dit très bien, c'est qu'on dit le jour et la nuit, comme on dit l'homme et la femme, c'est-à-dire que le jour, ça peut être soit 12 heures, soit 24 heures, c'est le même mot. C'est-à-dire soit le moment d'obscurité, soit un cycle de 24 heures. Eh bien, c'est la même chose pour le mot homme. Quand on dit homme, ça peut vouloir dire l'ensemble de l'humanité, et ça peut dire uniquement, effectivement, ceux qui ne sont pas des femmes. Et je trouvais que c'était intéressant de voir combien déjà ça nous trouble sur les mots eux-mêmes, et donc sur la perception que nous pouvons avoir quand nous parlons de jour, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que c'est quand il y a de la lumière, ou est-ce que c'est à la fin d'un cycle de 24 heures. Donc, ce que je voulais surtout revenir, c'était, oui, perçu de nuit, la nature devient un événement et cesse d'être un spectacle. Ça me semblait vraiment riche, ça. C'est-à-dire que quand je suis la nuit, mon observation ne va pas me permettre d'être devant un écran de la nature et à ce moment-là une expérience. Alors que le jour, avec notre besoin de jugement, d'observation différentes, de certitude, de tout ce que j'avais aussi noté dans ce qu'il posait là, de besoin d'être vu, alors que la nuit on voudrait voir sans être vu, de connaissance, enfin, d'une forme de connaissance avec la performance, à ce moment-là on est dans une obligation, une rigueur qui n'a rien à voir effectivement avec l'événement, avec l'expérience, l'expérience de la nuit, qui peut être très agréable, qui peut être aussi très angoissante, on va y revenir. Vous pouvez répéter cette phrase-là? Oui, je peux. Tu veux me dire non aussi? Oui, je suis très bien. Alors, c'était perçu de nuit, la nature devient un événement et cesse d'être un spectacle. Et ça veut dire que c'est... Oui, ça... et puis, il y avait une autre phrase qui disait quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et je reviens un peu en arrière. Dans la langue française, écrit-il, la nuit est le contraire du jour, davantage que le jour n'est le contraire de la nuit. C'est juste à observer. Alors voilà, et quand il parle de la création, il dit « La nuit est une requalification par Dieu des ténèbres après la création de la lumière et le baptême de cette dernière en jour. » Tout est dit là, sur ce tour de passe-passe qui fait qu'on est à la fois dans l'alternance et on est aussi à la fois dans la perception d'une nuit qui n'est plus les ténèbres. Et c'est Saint Augustin qui dit « La nuit, ce sont les ténèbres ordonnancées. Grâce au jour, la nuit l'emporte sur le chaos des commencements et désigne les ténèbres rendues habitables. » C'est toute cette façon d'apprivoiser. Plus ou prou, puisqu'il y a des personnes qui ne l'auront jamais fait, ça, d'apprivoiser. Alors ensuite, je me quand ce n'est pas fait, qu'en est-il des nuits sans lendemain? Qu'en est-il des nuits sans fin, ce qui est encore différent? Et qu'en est-il des nuits sans refuge? Et bien sûr, ça me fait penser aussi aux SDF, aux personnes qui sont, les personnes qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas d'abri. Et alors, il y a une autre citation que j'ai trouvée de Lévinas qui dit « Insomnie, c'est la veille où il n'y a plus rien à veiller. » Et je trouve ça formidable aussi, parce que ça reprend l'idée entre conscience et contenu de la conscience.
L'insomnie, c'est une veille où il n'y a plus rien à veiller. Il y a juste probablement l'angoisse de quelque chose qui n'est pas habité. Et une autre chose, ça c'est de Michael Fussell, l'impossibilité de dormir signifie l'épreuve interminable de la fin du monde. On trouve bien cette angoisse de l'insomnie que j'aurais pu citer tout à l'heure. Ce que je disais, c'était faire l'expérience de la mort sans être mort. La nuit qui ne recèle aucune promesse de lendemain à laquelle l'insomniaque pourrait se rattacher. Il y a toujours cette idée de pas de fin, de pas de suite, de pas de lendemain, qui pourrait être aussi celui des gens malades, évidemment, des gens en souffrance, des gens en réa. Donc, la spécificité de ce temps-là, de cette expérience-là, parce que c'est plus une expérience, un climat qu'un temps, parce que ça peut être très variable, c'est imprécision, disparition des contours, de la lumière, des certitudes. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de bien distinguer la nuit et le noir. Et donc, Fussell dit bien, la nuit désigne un élément, une ambiance, bien plus qu'un instant. Alors, une des choses que j'ai trouvées aussi très très forte dans cette lecture, où on parle de fixité un peu comme je disais dans le jeu de loi l'autre jour, cette chose qui nous empêche d'être dans le mouvement de la vie, il dit le temps n'est plus fait d'alternance, quand il y a insomnie, mais de répétition du même. Et évidemment, on a l'impression de ne plus être dans le mouvement de la vie, parce que c'est continuellement la même question, la même rumination, et il y a cette fixité. Alors, loin d'en percer le secret, l'insomniaque a perdu la nuit, et moi je rajoute, redevenu ténèbres. Et alors, pour réhabiliter la nuit, il dit, la nuit, il faisait son œuvre, qui est d'éclairer le temps diurne d'une lumière inédite. Donc c'est pas la nuit c'est pas la nuit qui prive le jour, c'est le jour qui prive la nuit de sa spécificité et de son originalité. C'est ça. Donc c'est une forme d'inversion, mais toute proportion gardée, ça me fait penser aussi à ce sur quoi j'insiste, que la mémoire, c'est la faculté d'oublier, de la même façon. La santé, c'est la faculté non pas seulement d'assimiler, mais d'illuminer. C'est un peu la même chose, c'est renversons les propositions, et c'est ce que j'aimais bien dans la phrase d'Alain, que je n'ai pas cité déjà. Donc, je dis Bergson, c'était dormir, c'est se désintéresser, et Alain disait le contraire, c'est-à-dire m'endormir, c'est dire oui, et me réveiller, c'est dire non. Alors qu'on pourrait juste penser le contraire, et j'aimais bien cette inversion. Voilà, et quand il revient encore à l'insomnie, c'est cet espace artificiel dénué de variations. D'ailleurs, on retrouve là la fixité du même qui se répète avec une logique éternitaire, comme il dit. Alors, il parle dans plusieurs paragraphes de cette lumière blanche, blafarde, qui gomme effectivement les distinctions à faire entre nocturne et diurne, et condamne, et ça je vous invite aussi à bien entendre, et condamne l'alternance dont nous avons besoin dans notre vie. Que ce soit jour, nuit, sommeil, veille. Donc, je redis bien ça parce que c'est vraiment l'essentiel pour moi de cette lecture. Dans l'ordre des choses, quand tout va bien, donc on a bien ténèbres, jour, et la nuit qui éclaire le jour d'une lumière différente. Et quand les choses s'abîment, se cassent, se détériorent, on a bien ténèbres, jour, ténèbres, jour, ténèbres. C'est ça pour moi la façon la plus simple de dire ce qui se passe quand ça se passe mal. Et c'est là que je remets, non pas le somnambule, mais le noctambule, qui peut-être pour arriver à survivre à cette alternance-là, qui n'est pas une alternance vivante, mais quelque chose d'une rumination, et peut-être enfin vouloir, dans la séduction de la nuit, trouver des options qui lui permettraient de ne pas couler, de ne pas en mourir en fait, d'une certaine façon. Alors, ce qu'il dit encore sur cette alternance sur la nuit, oui, il parle donc dans la nuit, clandestinité, j'ai déjà dit, les interdits,
c'est à ce moment-là qu'on pourrait devenir mauvais garçon, hein, c'est-à-dire être dans la tentation de la transgression. Donc, du côté du jour, on a vouloir convaincre, avoir raison, savoir, comprendre, alors que du côté de la nuit, on a émouvoir, accepter le dépaysement, on n'est plus dans le civilement correct ou le politiquement correct, on est dans quelque chose de plus sauvage, de plus aléatoire, avec l'inconnu, l'imprévisible, l'invisible aussi, et notre capacité à faire avec. Donc ce que dit Michael Fossel, il dit bien, du côté du jour, aujourd'hui on a le drugstore avec les néons, et bien sûr que ce dont nous rêvons tous, et pendant nos vacances aussi, c'est de la voûte étoilée, avec son mystère et avec quelque chose qui nous renvoie à l'immense, l'immensément beau et mystérieux, et pas simplement les rayons du drugstore. Voilà, ça c'était l'essentiel. J'ai encore une autre chose à voir à propos de la nuit. Oui, ce qu'il dit aussi, dans le jour on a tout ce qui a à voir avec le profane, qui se compte, alors que bien sûr dans la nuit on a des choses mystérieuses, sacrées, intuitives, obscures, sensibles. Et alors, il y a une autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il dit bien donc la dissimulation, et ce serait comme aussi ce qui se passe pour les myopes, ou ce qui se passe pour ceux bien sûr qui ont perdu la vue, et ça c'est radical, mais il y a toute cette perception qui passe plus par le regard, mais qui passe par les autres sens, notamment le sixième sens. Mais j'avais jamais pensé effectivement à ceux qui sont myopes et qui ont déjà quelque chose qui a à voir avec les contours, avec une autre acuité de perception. Donc voilà, comment. Alors, oui, et ce qu'il dit bien, c'est du côté du jour, et du jour sur 24 heures, dans notre culture, avec c'est le 24-7. Hein, c'est 24 heures sur 27, 7 jours sur 7, comme une sorte d'exigence, de performance, qui nous ferait effectivement complètement ne plus sentir ce besoin d'alternance. Et ce délice de l'alternance aussi. Donc, dans ma vie, est-ce que je fais cohabiter jour et nuit? Est-ce que je les associe? Est-ce que je suis tentée d'abolir l'un pour garder l'autre? Est-ce que je suis dans me priver de l'un pour l'autre, que ce soit dans un sens ou l'autre? Est-ce que je suis dans la négation de la nuit, par exemple? Ou est-ce que, comme ça peut vous être arrivé, peut-être encore aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive de garder les rideaux fermés pour effectivement être dans le déni du jour aussi, pour rester dans quelque chose de l'obscurité? Est-ce que je compare les deux? Est-ce que je fais que l'un chevauche l'autre? Comment est-ce que je me débrouille avec cette alternance jour-nuit? Voilà, c'était ça donc l'essentiel de cette lecture, avec le côté mystérieux. Et avec bien sûr la phrase c'était « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». Ah oui, et puis il revient à deux expériences dont j'ai bien aimé l'acuité aussi. C'est qu'en est-il de l'expérience intime de l'éclipse, hein, qu'est-ce qui se passe pour nous, qui se rapproche un peu de ce que j'ai pu vivre effectivement dans les pays nordiques, c'est ce trouble. Hein, et qu'est-ce qui se passe, ça je l'ai vécu aussi quand j'étais bout de chou, avec un incendie la nuit. Hein, qu'est-ce qui se passe, cette lumière particulière là? Quels sont les troubles que je peux ressentir quand il y a ce feu là très vif en pleine nuit? Les incendies de jour ne sont pas du tout la même expérience que les incendies de nuit. Alors, voilà pour notre façon d'habiter la nuit, de l'éviter, de nous laisser séduire aussi par son mystère. Voilà, qu'est-ce qui se passe toujours avec, encore une fois, la spécificité du noctambule, c'est quelque chose qui a à voir avec clandestinité, voir sans être vu. Mais les volets, par exemple, oui. Il y a des personnes qui dorment sans volet, et il y a des personnes qui ont oui. oui. Volet. Pour moi, dormir avec les fenêtres ouvertes et sans volet et sans rideau, ça, pour moi, c'est être vraiment relié à la lumière, au cosmos. Mais ça me fait toujours beaucoup d'effet, les personnes qui dorment avec volet, avec ce masque, parce que c'est une façon de se couper, mais c'est ni bien ni pas bien. Simplement, je pourrais plus, alors que sans doute j'ai dû faire ça quand j'étais ado. Voilà. De même, de dormir avec des boules qui est, je sais que ça fait beaucoup d'effet. Donc justement, pour éviter le réveil, il essaie de laisser les rideaux un peu ouverts, voilà. Ça aide. Ça aide.
Ça aide, bien sûr. Et tu fais dire, il y a des gens par exemple qui mettent des bouquets, qui dorment avec des masques et qui se coupent. Oui, je porte pas de jugement, mais ça me semble loin de l'écologie du sommeil. Voilà. C'est comme si ça ressemblait plutôt à un bunker, ou ça ressemblait, alors oui, ça ressemblait à quelque chose qui est comme le grille-pain dont je disais, qu'on le des branches, au lieu de faire confiance à quelque chose, d'une autre façon d'être au monde pendant la nuit. Moi, je peux partager que c'est lié, enfin, me concernant, c'était lié à la sécurité intérieure. Bien sûr, je ne doute pas. Parce que avant c'était ça, c'était une caisse, et maintenant c'est open, quoi. Tout ouvert. Bien sûr. C'est vraiment lié à ça. Mais chaque fois que nous parlons de tout ce sujet, et la veille, le sommeil, bien sûr vous avez raison de remettre le mot, mais ça a à voir avec la sécurité intérieure. Bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que les terreurs nocturnes, c'est ça aussi? Oui, pour moi c'est certain. Mais quelque chose qui serait oublié d'une certaine façon. Comme dormir à la belle étoile. Oui. C'est pareil. Au camping. Au camping sauvage. Est-ce que j'avais tout dernièrement? Alors, je passe à mon troisième personnage, qui donc, contrairement au premier, n'a pas peur de pas assez dormir, il a peur de trop dormir. Donc, je l'ai appelé l'adolescent qui veut continuer à jouer avec tout ça, qui est plus intéressé par sa gourmande. Enfin, je l'ai appelé l'adolescent gourmand, qui est plus intéressé par tout ce qu'il y a à faire. Mais l'adolescent, dans ce cas-là, peut commencer très tôt. Actuellement, je suis en contact avec un petit bout d'1 an qui vraiment trouve bien plus intéressant de rester avec les adultes, de jouer, de découvrir le monde que d'aller dormir dans un lit à barreaux. Bon. Voilà, donc là, qu'en est-il de cette capacité à nous faire confiance pour maîtriser, pour faire reculer une limite, et donc pour identifier à quel moment la fatigue pourrait se retourner contre nous. À quel moment elle est agréable, ça c'est tout ce que je traite sur le jour sur la gestion du temps, mais à nous de voir si la fatigue c'est juste le gage de notre bonne santé et de notre dépense d'énergie, ou est-ce qu'il y a une fatigue qui peut nous sembler plus suspecte, celle du matin ou celle après les repas, donc qui serait digestive, postprandiale, etc. Mais il y a là le goût de la fantaisie, le goût de la gourmandise, etc., mais aussi la volonté de maîtrise. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce mot, parce que ça pourrait être passé dans un autre registre, qui est celui de vouloir contrôler, à coup de produits, à coup de médicaments, à coup de trucs comme ça, mais qui viendrait, ou à coup de café. Vous savez déjà tout le mal que je porte au café. Parce que le café, les gens disent « Oh oui, mais moi je bois du café, mais je dors très bien ». Mais le café va toujours, évidemment, abîmer quelque chose de vos surrénales. Et les surrénales vont ensuite avoir un contre-coup sur les autres organes et sécrétions. Donc, ces stimulants-là, ça peut être effectivement tout de suite avec un trouble, ça peut être asymptomatique, mais ça vient effectivement nous faire quitter cette sensation de fatigue, qui est une indication. Parce qu'il y a la fatigue et les sensations de fatigue, et c'est pas la même chose, évidemment. Et le thé n'a pas le même effet sur les surrénales? Non. Cette gourmandise, ça nous fait être davantage aptes à sortir de la pensée unique, il faut 8 heures de sommeil, et puis ci et ça. Ça nous fait aller du côté de personnaliser notre sommeil et notre état de veille. C'est de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, etc. Donc c'est vraiment parce qu'il y a cet ado en moi que je vais me donner ces permissions. Et n'oubliez pas, j'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis, de faire des erreurs, de me tromper, de faire des expériences, de me planter, etc. etc. Mais de toute façon, l'expérience de la nuit blanche, que je suggère aux parents de faire aux enfants, que c'est vraiment quelque chose d'étonnant, elle est très riche parce qu'il se passe plein de choses. Ça nous... Et surtout, elle n'est pas à contre-corps ou à contre-cœur parce que j'en fais le choix. Donc je vais voir ce qui se passe pour moi en faisant une nuit blanche, ce que nous avons quelquefois fait au Saint-Père ou dans d'autres lieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir voir toutes ces étapes. Alors là aussi, pendant les nuits blanches qu'on a vécues, chacun peut repérer son cycle d'1h30. Voilà. Donc on peut demander à quelqu'un de réveiller. Enfin, après, il y a tout le bazar. Ça. Voilà, donc là, on est moins dans la diététique dont je parlais dans la première phase que dans les aménagements, hein, les ruses,
le plaisir surtout, hein, j'insiste, de savourer les deux temps. J'avais une question par rapport on a vu le cycle du sommeil, donc combien de temps exactement, la durée exacte, dans le temps, en minutes, mais est-ce que il y a un nombre de cycles aussi qui est intéressant pour nous, idéal pour chacun de nous? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est à toi de le trouver. Et ne te laisse jamais convaincre par ton médecin ou quiconque qu'il serait mieux que toi. Parce que je pense que notre énergie peut être de moins de qualité si nous dormons un cycle de trop. Donc c'est toi qui vas repérer ça. En vacances de préférence, à quel moment est-ce que tu travailles spontanément et à quel moment tu sens que c'est bon. Mais ce sera toujours le même nombre de cycles? En gros, oui. C'est moins vrai que la durée du cycle. Oui. De l'état dans lequel on est. Non, ça dépend de ce que tu vis à ce moment-là. Et ça évolue pas en fonction de l'âge Si, mais pas forcément comme les gens le croient. Ça dépend aussi des... souvent les donc ça peut changer. Âgées ou les ça peut changer, ça. Les grands-parents, les personnes âgées, souvent elles se réveillent très tôt. Oui, dorment moins. Pour les femmes enceintes, c'est vraiment très différent aussi. Il y en a qui dorment moins et qui dorment plus. Donc après, la chose qui ne change pas, c'est la durée. Après, ce qui peut changer, c'est en fonction de ce que vous avez à vivre aussi, de votre anxiété. La durée de chaque cycle. Non, la durée de votre nuit de sommeil. Ça peut durer. Donc, ce qui ne change pas, c'est la durée du cycle. Ce qui peut changer, c'est la durée de la nuit de sommeil. Nombre de cycles. Nombre de cycles, voilà. Mais toujours entier, n'oubliez pas. Donc, est-ce que vous voyez bien que là, quand je parle de sommeil, je ne parle pas de durée, je ne parle même pas de profondeur, je parle d'organisation, hein, de prendre en compte tous ces éléments. Évidemment, le principe de réalité, selon mes obligations professionnelles ou autres. Voilà. Et l'organisation, c'est la façon dont je vais confier à mon inconscient d'arriver à tout combiner ça pour me réveiller à la fin d'un cycle, pour avoir un nombre de cycles suffisant, etc. etc. Donc, organisation, enchaînement et régénération, hein, parce que bien sûr que même si pour moi ce n'est pas l'essentiel, il y a aussi cette réalité, cette expérience de quelque chose qui se requint, qui se restaure pendant la nuit. Voilà. Alors, sur l'aspect historique, je n'ai pas dit, c'est intéressant de voir l'histoire du sommeil. Bien sûr qu'il va être radicalement différent, parce qu'au moment où il y a l'électricité, on était moins habile à garder une petite mèche allumée pour lire quelque chose. Bon, mais c'est vraiment intéressant de voir depuis des millénaires et sur d'autres parties du globe, la façon dont la nuit est vécue, expérimentée, reconnue, diabolisée, ou au contraire savourée. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi que les femmes, en général, donc statistiques, dorment beaucoup moins que les hommes. Voilà, il y a plein de choses que vous allez retrouver dans ces lectures. C'est intéressant. Et que le sommeil des femmes, elles dorment moins longtemps, mais elles ont souvent un sommeil plus profond rapidement. Et les moments où on fait traîner le moment d'aller se coucher, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça peut être vraiment, ce que vous disiez Stéphanie, c'est l'appréhension, parce qu'il y a bien sûr cette confusion entre s'endormir et mourir. Et ça peut être vécu très tôt enfant. C'est la raison pour laquelle les bébés aussi résistent. Donc on a vraiment ça. J'avais mis ces quelques mots-là. Donc j'avais mis sommeil, on a organisation, récupération, représentation et cette régression dont je parle, c'est-à-dire pour rester moi et pas devenir toi. Pour la nuit, j'avais mis les mots-clés dissimulation, désorientation et possible destruction aussi de cette alternance. Et pour la fatigue, j'avais mis alternance, je sais pas pour la fatigue, alternance, ambivalence aussi de la fatigue, et la résistance que nous mettons en place, résister à la fatigue, résister à aller dormir. Bon, je pense que c'est quelque chose que d'autres pourraient décrire mieux que moi. C'est qu'est-ce qui se passe, je sais que je devrais quand même... voilà. Mais pour moi, c'est résister au sommeil, mais c'est aussi résister à ces consignes que nous avons entendues enfant. Va te coucher, alors que ce n'est pas le moment où nous avions le sommeil. Donc il y a le goût de faire durer ce moment-là. Et voilà, et comme
si nous continuons à être dans l'enfant rebelle qui dit aux parents fichez-moi la paix. Oui. Ma soeur, elle a des problèmes avec. Enfin, sa fille se réveille la nuit. Elle vient s'asseoir dans le couloir. C'est très troublant. J'ai passé quelques jours chez elle. Oui. Et en fait, elle se réveille et on la retrouve assise sur le couloir, assise dans le couloir ou dormir comme ça. Elle s'est rendormie dans le couloir. Et on la prend, on la remet dans son lit. Et en fait, après, elle revient et elle a 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a des choses vraiment, oui, bien sûr. Dans le couloir. Comment? Être dans le couloir. Non, alors pour moi, je n'ai qu'un mot, Cécile, c'est dortoir. Pour moi, j'y crois tellement. C'est-à-dire? Dortoir, c'est-à-dire, elle est fille unique? Non, elle a une autre sœur, mais apparemment, elle a fait l'expérience de la mettre avec sa sœur dans sa chambre et elle empêchait sa sœur aînée de dormir. Je suis bien sûre que c'est à négocier, vraiment à négocier. Je vois tous les troubles du sommeil quand j'accompagne des enfants comme ça, mais immédiatement s'arrêter quand il y a un dortoir. Parce que les chambres individuelles pour les enfants, c'est très récent. C'est vraiment le XXe siècle, quoi, un petit peu avant peut-être. Mais sinon, et avant, c'était quelque chose de mammifère aussi, et on dormait ensemble. Et c'est éminemment rassurant. Et à partir de quel âge la chambre individuelle la chambre individuelle, elle peut exister pour ses jouets, sa lecture, etc. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était l'idée d'un dortoir et puis d'avoir des coins. Alors, ça peut être une chambre individuelle ou dans une pièce, que chacun ait un coin. Mais c'était l'idée de la vie nocturne dans le même espace, sur le même espace. Ce qui me fait penser que je n'ai pas suffisamment interrogé votre propre expérience. Est-ce que la nuit, pour vous, c'est un temps? Est-ce que c'est un espace? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec l'énergie? Une excitation. Excitation. Moi, c'est la restauration. Restauration. Oui, mais c'est temps ou espace? Est-ce que quand tu penses à la nuit, tu penses à un espace à occuper ou à un temps à compter? Moi, je suis très temps. Oui. Un peu obsessionnelle. Un espace, c'est moi. Moi aussi. Un espace. Sois sûre de ma Mais solidarité. l'espace, ça me parle aussi beaucoup. Mais ça peut être plusieurs choses, mais c'est quand même important de voir, notamment en situation de crise. Est-ce que je vois plutôt un temps ou est-ce que je vois plutôt une surface? Un espace, Moi, plutôt un temps. Ah oui. Ou, un autre mot que je n'ai pas dit, est-ce que je le vois comme une expérience de solitude? C'est ta petite nièce, ça me fait penser à ça. Et c'est pour ça que je crois tellement au dortoir. Et en plus, le dortoir, Cécile, a un grand avantage aussi, c'est que c'est l'occasion d'apprendre à tous les enfants qui y sont, frères et sœurs, ou ça peut être des cousins ou d'autres personnes, à être vraiment dans le respect de la bulle de chacun. C'est que là, il n'est plus question d'avoir des serrures, des portes, mais ça apprend cette vie en communauté avec évidemment l'expérience du respect. Et je vois combien les enfants sont à ce moment-là vraiment attentifs, respectueux, pas de bruit, ils sortent pour faire pipi, mais voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. On le voit bien dans les dortoirs municipaux des randos. Oui, exact. Où il y a 20 lits et il y a des espaces respectés, des territoires. Et comme je ne sais plus si c'était à Saint-Germain, non, c'était à Saint-Denis, je crois, à la Légion d'honneur, il y avait 80 élèves dans la pièce sublissime. Et c'était éminemment aussi respectueux du besoin de territoire de chacun. J'avais visité ça quand ma fille y était, et c'était vraiment aussi un défi, pour nous un défi, parce qu'on est tellement du côté de la croyance qu'il faudrait vraiment quelque chose de fermé, de bouclé, etc. Là, il y avait des rideaux, il y avait des choses. Et je voyais que ça leur apprenait à être dans la protection de leur propre territoire, l'exigence que ce soit respecté, mais aussi respecter les autres. Les internats aussi. Oui, les internats. C'était ça, là. Donc, ma conclusion, c'était vraiment dormir juste. Et c'est ce que je disais dans la conférence, c'est au lieu de dire oui, je vais juste dormir, c'est est-ce que je suis capable d'abandonner mon inquiétude sur mal dormir, dormir mal, dormir trop, dormir pas assez, etc. Mais dormir juste, c'est-à-dire je reviens, Kitri, à cette idée, c'est toi qui sais ce dont tu as besoin, c'est toi qui sais comment tu vas l'aménager, c'est toi qui sais
comment tu vas te libérer des idées toutes faites, de la pensée unique, pour trouver quelque chose qui soit juste. Mais ça va supposer soit que tu mentes, soit que tu triches, soit que tu fasses semblant, parce que personne ne va évidemment d'abord entendre ça comme une légitimité de base animale. Alors, donc, dans la fatigue, alors, je vais revenir à mes 4 points que j'aime tant quand je fais une conférence sur la fatigue même. La fatigue, elle peut être une expérience, et nous souhaitons qu'elle soit personnelle, bien sûr, agréable, avec des signes et des symptômes. Hein. C'est quelque chose qui nous fait nous sentir vivants et dans l'expérience de la vie. La fatigue, elle peut être une réponse à des sollicitations des agents stresseurs, de la vie, des efforts, etc. Et à ce moment-là, notre souci, c'est de trouver un équilibre entre dépenses et réserves, et ressources, et récupération surtout. Donc, est-ce que ma vie est organisée pour que je puisse être dans une forme d'homéostasie, c'est-à-dire je dépense, je récupère, je dépense. Si je ne suis pas dans cette homéostasie, c'est ce qui va déclencher une alarme, parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui s'accumule et je n'arrive pas à retrouver effectivement mon stock comme j'en ai besoin. La fatigue, ça peut être un questionnement sur mon système immunitaire, sur ma santé, sur un possible dysfonctionnement. Et donc, à ce moment-là, la fatigue peut m'inviter à consulter parce que ça peut être synonyme, enfin symptôme d'une maladie ou d'un autre trouble. Hein. Donc, c'est à prendre en compte. Mais avant d'en arriver là, évidemment, j'ai d'abord à l'accueillir comme quelque chose d'air. Et puis, le 4e, et c'est un peu comme on a exposé tout à l'heure, la fatigue comme le masque de la dépression. Mais c'est quand c'est la fatigue du matin. Alors, ce que j'avais mis d'autre sur cet élément de fatigue, parce que vous savez déjà combien je réagis vite à la fatigue, enfin au mot fatigue. Ce mot, pour pouvoir être travaillé, analysé d'une façon correcte et dans la vie, ça suppose déjà qu'on ne mette pas sous ce mot n'importe quoi. Le ras-le-bol, l'envie de se planquer, le côté victime, parce que si je suis fatiguée, on va m'accorder de ne pas faire la vaisselle, et patati, voilà. Donc c'est une planque, et ça peut être éminemment dangereux, ça aussi. Dangereux dans quel sens, par exemple? Un jeu Dangereux dans quel sens? Que ça nous fait ne plus être dans l'appartenance. Ouais. Donc de nous mettre comme victimes et à attendre des personnes qui vont nous sauver, à bas bruit, de ne pas faire notre part. Et de passivité aussi. De passivité, ouais. Passivité agressive ou oui. Donc, est-ce que j'apprivoise la nuit? Est-ce que je consens à la nuit? Est-ce que je résiste? Ou est-ce que, je ne l'ai pas suffisamment dit tout à l'heure, pour le noctambule, je fais maintenant attention, est-ce que je suis du côté enchanter la vie, réenchanter la vie de nuit? Ou est-ce que je la déserte aussi? Donc, on trouve bien nature, culture et confiture, parce que confiture, c'est vraiment mon 3e personnage. Hein. Les trucs, les élixirs, pour dormir ou non, voilà. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, d'abord, c'est de quoi est-ce que, spontanément, si on parle de la nuit, du sommeil, de la fatigue, de quoi est-ce que moi, je vais me plaindre? Quelle va être la première observation que je peux faire sur ce qui ne me satisfait pas? Ensuite, je n'ai pas parlé non plus de l'apnée du sommeil, hein, qui est une cause très fréquente, beaucoup plus fréquente qu'on imagine, de fatigue, et la fatigue du matin. Et donc là, la première chose à faire pour apaiser un peu les apnées du sommeil, c'est de changer radicalement son alimentation. Et ça, médecine chinoise, bienvenue aussi. Excusez-moi, j'ai pas saisi l'idée de avant de changer son alimentation. Non, c'est la première chose à faire pour éviter d'être vraiment très dérangé par l'apnée du sommeil, qui est une chose terrible. Oui. Et maintenant, en plus, sur votre portable, vous pouvez avoir une application qui vous permet de voir le nombre de fois que vous vous réveillez, le nombre de secondes que vous restez sans respirer. C'est effrayant, donc ça fatigue beaucoup le cerveau, avec des symptômes, genre prendre du poids au sens de quelque chose qui est vraiment désagréable, et surtout ça prive de beaucoup d'acuité cérébrale pendant la journée. Donc malheureusement les médecins n'alertent pas suffisamment là-dessus.
surtout les gens n'avaient pas trop envie jusqu'à présent d'être soignés parce qu'il fallait tout. Enfin, c'était toute une chose pas du tout aphrodisiaque, envie de couple, etc. Et maintenant, on fait des choses beaucoup plus simples avec, donc, voilà, qui permettent. Et ça, les gens, dès la première semaine, revivent après avoir diagnostiqué l'apnée du sommeil. On s'en rend compte Non, c'est le compagnon qui s'en rend compte. Oui. Parce que tout à coup, ils entendent le voisin qui arrête de respirer pendant très longtemps. Et qui, comme ça, voilà. Alors la personne ne s'en aperçoit pas, sauf avec les symptômes de grande fatigue. Et c'est très angoissant pour les autres. Tu dis que ça se traite, ça se traite, oui, ça se traite. Moi, je pense aussi à toutes les personnes qui serrent les dents la nuit. Oui, bruxisme. Là aussi, c'est important pour la qualité de tension, qui n'est pas. C'est de mettre vraiment un appareil pour éviter d'abîmer les dents de façon grave comme ça. Mais ça peut se traiter uniquement par l'alimentation? Non, j'ai dit en premier. On commence par ça, ce qui est le plus simple. Voilà. Je sais que mon sommeil est très lié à la qualité de mon alimentation. Oui. Si je dis trop, Voilà, c'est ce que vous disiez aussi, Stéphanie, comme ça. Une chose que j'ai pas pensé à partager, et pourtant je donne souvent dans les conférences sur le sommeil, c'est, vous avez dû entendre, notamment un certain Michel Chiffre, oui, qui il y a 40 ans maintenant avait fait des expériences d'envoyer des gens sous terre. Des grottes, voilà. Donc on mettait des semaines à tester les gens pour être sûr de leur solidité, de leur équilibre, de leur capacité à supporter l'obscurité, mais aussi l'humidité, mais aussi l'isolement. Donc ces gens étaient sélectionnés un peu comme les gens de la NASA, et il y a eu plusieurs expériences et ça a été dramatique. Les gens sont revenus après 3 semaines, 4 semaines, quelquefois plus. Donc on était reliés à eux par le téléphone parce qu'on faisait des expériences sur les sécrétions hormonales, les activités cérébrales et tout ça. Et la plupart de ces personnes se sont suicidées. La femme, je pensais, on en parlait il n'y a pas longtemps. C'est atroce. Alors que c'est terrible, parce que vraiment, c'est comme si ces organisateurs avaient pris toutes les précautions. Et en fait, non, il y a quelque chose de cette privation, pas de sommeil, parce que c'est les gens qui dorment, mais de cette privation de l'alternance jour-nuit. Et c'est sans doute pour ça que les pays scandinaves sont les plus touchés par l'alcoolisme aussi. Ah oui. En plus, dans les sous-marins. Un changement de lumière rouge pour bien signifier l'alternance. Et donc c'est vraiment, il y a un livre elle était décalée de quelques jours sur quelques mois. Oui. Et elle était déphasée, je crois. Déphasée. Elle pensait qu'elle avait passé plus de temps. Oui, ça encore, bon, ça peut être juste une observation de décalage, mais en plus on a bien repéré 3 mois après. Oui, 3 mois après. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Oui, l'alternance, et ça veut dire aussi, pour moi je reviens à dormir les fenêtres ouvertes, c'est encore mieux évidemment. Voilà. Parce que nous avons besoin vraiment de ce contact-là, d'être relié au cosmos. Et vraiment, ça m'a serré le cœur de penser à toutes ces expériences dont on a pensé qu'elles étaient anodines et qu'elles ont été dramatiques. Oui. Je dois avoir encore le livre qui parlait de tout ça, qui ne parlait pas du suicide, c'était écrit avant ce drame-là. Enfin, Aliette, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on a été au bout de l'idée de quoi est-ce que je vais me plaindre lorsqu'on parle de la nuit? Oui, mais chacun pour soi là. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait des conclusions. Ou... Non, mais c'est non. C'est est-ce que je me plains de ne pas dormir assez, de trop dormir, que c'est trop. Voilà. C'est un petit peu une autre façon d'évoquer tout ce que j'évoque, enfin tout ce dont je parle depuis 20h05. Moi je sais que c'est nuit trop peu, nuit trop. Enfin, je vois que moi si je dépasse 8 heures, c'est contre-productif. En fait. Mais est-ce que ton inquiétude, est-ce que ça te conduirait à compter? Tu parlais, tu as avoué que tu étais un peu obsessionnelle. L'injonction de ma famille, c'était... Ma mère parlait de tour de cadran, mais tout le temps. Elle disait, je vais faire un tour de cadran pendant un quinto. Et moi, je sais quand je dors trop... C'est important ton tour de cadran, là. Ouais. Et ça vient d'où, ça, le tour de cadran? C'est terrible quand même. Tour de cadran, c'est 12 heures. 12 heures. Oui, mais les enfants qui sont supposés faire ça, et qu'on les... cet impératif, cette obsession, parce que c'est vraiment une obsession, cette injonction peut vraiment
faire que les jeunes, les enfants, les bébés même, soient privés de ce repérage personnel. C'est de quoi ai-je besoin? C'est qu'on leur dit ce qu'ils doivent sentir, faire, dormir, etc., manger, après on verra le mois prochain, et ça les prive de cette appropriation de quelque chose qui est unique. C'est je suis seule à savoir ce dont j'ai besoin, surtout comme sommeil. Alors, je vais revenir juste en conclusion, il me reste... donc là, vous avez les phrases, les 3 phrases au Capora. Dormir, c'est s'intéresser de Bergson. S'endormir, c'est dire oui. Se réveiller, c'est dire non. Est-ce que vous entendez pourquoi je mets cette phrase, hein? Parce que c'est vraiment une façon de réhabiliter tout le luxe de cet état de sommeil. Le changement, donc le sommeil comme changement périodique d'activité cérébrale, je vais hésiter à mettre au pluriel. Et là, donc je vois bien les 3 mots aussi que je n'ai pas encore dit. Donc dans état de veille, c'est dans les 3 personnages principaux, le sommeil comme obligatoire, naturel obligatoire, la nuit comme une expérience conjuratoire, et le 3e c'est jubilatoire, ça c'est l'ado qui veut évidemment jouer, à condition que ce ne soit pas trop avec les écrans, parce que ça vient aussi là être dans quelque chose de conjuratoire. Voilà. Donc les 3, comment est-ce que nous combinons les 3? Et donc Hélène, c'est quelle est ma principale inquiétude? Là aussi. Les 4 caractères, j'en ai parlé, vous les avez pris. Et puis la nuit à apprivoiser, donc avec 3 aventures autres. Nuit à apprivoiser, les lois à connaître, les limites à accepter ou non. Je vais faire la fête, etc. Et donc voilà, et les 3 sujets que j'ai abordés là. Voilà, donc je vais faire un peu différemment. Ou non, je vais demander à 2 personnes si elles veulent bien lire. Donc c'est pas forcément à enregistrer, mais pour papa aussi. Alors où est-ce que j'ai mis?